3 amis ont disparu dans une tempête en 1987. Pendant 12 ans, leurs familles se sont demandé ce qu'il était advenu de Mark Bennett, Evan Price et Chris Cruz, 3 garçons ordinaires de Bishop, en Californie, disparus sans laisser de traces lors de ce qui devait être un simple séjour de camping. Puis, en 1999, une tente bleue délabrée a été découverte au sommet de la Sierra Nevada, et ce qu'on y a trouvé a finalement forcé la ville à affronter la vérité sur cette nuit-là. Mark, Evan et Chris avaient grandi ensemble à Bishop, leur vie étant étroitement liée du bac à sable à la terminale. Meilleurs amis inséparables, ils étaient unis par une soif d'aventure et une loyauté qui les avait portés à travers toutes les enfances difficiles. Ils partageaient tout, leurs rêves, leurs blagues, et même leurs chagrins d'amour. Pour leur dernier été avant l'entrée dans l'âge adulte, ils étaient déterminés à le passer dans les endroits sauvages qu'ils aimaient le plus. Le plan était simple, 3 jours de camping au lac Sabrina, de pêche et de randonnée, et savourer la liberté avant que l'université, le travail et des vies séparées ne les entraînent dans des directions différentes. Le vendredi 12 juin 1987, ils chargèrent le pick-up Toyota délavé de Mark d'une tente en toile bleue, de sacs de couchage, de cannes à pêche et de piles de pellicules Polaroid. La mère de Mark s'occupa des provisions, le père d'Evan vérifia les cartes, et la sœur cadette de Chris fronça les sourcils d'être laissée derrière. Les garçons ignorèrent les inquiétudes concernant la météo, après tout, la météo annonçait du soleil avec seulement quelques averses. Ils promirent de passer dimanche soir, et les familles leur firent signe de la main en partant, ignorant que c'était la dernière fois qu'ils verraient leur fils. Leur point de départ était l'un des sentiers les moins fréquentés, escarpés, sinueux et promettant la solitude. Le premier jour, ils appelèrent chez eux depuis une cabine téléphonique en ville, leur voix pleine de rire et de projets. Ils longèrent des prairies fleuries et prirent des photos au bord de ruisseaux glacés. Ce soir-là, Mark écrivit, 12 juin, dans son carnet usé. Ce fut la dernière fois que leurs familles eurent de leurs nouvelles. Samedi, la tempête a frappé. Elle s'est abattue des sommets plus vite que prévu, la foudre a brisé le silence, le vent a hurlé à travers les arbres et la pluie a transformé le sol en boue. À Bishop, les habitants ont regardé les nuages engloutir les montagnes et ont prié pour les randonneurs pris au piège. Dimanche, la tempête était passée, mais les garçons n'étaient pas revenus. La panique s'est installée. À la tombée de la nuit, les appels au domicile de leurs parents sont restés sans réponse. Leur voiture a été retrouvée abandonnée au départ du sentier, portes verrouillées, vitres embuées par la pluie, comme si toute la famille s'était volatilisée. Les recherches qui suivirent furent incessantes. Des centaines de personnes se joignirent à l'opération, adjoints du shérif, gardes forestiers, bénévoles venus d'aussi loin que Fresno et Carson City. Des hélicoptères balayèrent les crêtes, des chiens suivirent de faibles odeurs qui se perdirent dans les sous-bois. Des affiches avec les visages des garçons apparurent à chaque fenêtre. Mais les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, et les recherches actives furent finalement interrompues. L'été fit place à l'automne, puis à l'hiver, et l'affaire disparut des médias. Pendant 12 ans, Mark, Evan et Chris restèrent les fils perdus de Bishop. Au printemps 1999, tout a basculé. 2 randonneurs explorant une pente isolée surplombant le lac Sabrina ont découvert une tente bleue effondrée, coincée entre des rochers. À l'intérieur se trouvaient 3 sacs de couchage, un appareil photo Polaroid et le carnet de Mark, ouvert à une page datée du 14 juin 1987. Les noms des garçons étaient écrits à l'encre tremblante. Cette découverte a ravivé une vieille blessure, et la ville de Bishop s'est préparée à attendre enfin des réponses. Le mystère pourrait enfin être résolu, mais non sans forcer chacun à affronter ce qu'il avait perdu. Lorsque la nouvelle de cette découverte tendue éclata, Bishop fut réveillé en sursaut, comme si les garçons disparus venaient de disparaître. De vieilles rumeurs refirent surface, et les lignes téléphoniques s'allumèrent de murmures, certains porteurs d'espoir, d'autres annonçant un chagrin profond. Le bureau du shérif ferma la zone tandis que les parents des garçons, désormais plus grisonnants et épuisés, se rassemblaient pour la première fois depuis des années, la douleur de l'incertitude aussi vive que le jour de la tempête. La mère de Mark, Donna Bennett, fut la première à arriver au bureau du shérif, les mains tremblantes, serrant contre elle une photo décolorée de son fils.
Le père de Chris, Ed Cruz, était assis à ses côtés en silence, le visage marqué par le chagrin et un espoir tenace. Le frère aîné d'Evan, Michael Price, était arrivé de Los Angeles, déterminé à ramener son frère à la maison, vivant ou non. Pendant 12 ans, ces familles s'étaient retrouvées lors de commémorations et d'anniversaires, échangeant des platitudes éculées. À présent, en attendant des nouvelles, l'air entre eux était lourd d'un non-dit, le soulagement, l'effroi et la fragile lueur de la faim. Le shérif Walt Sanders menait l'enquête. Il était jeune adjoint en 1987 lors de la disparition des garçons, et l'affaire le hantait depuis. Il se rendit sur les lieux avec ses adjoints et une équipe de la police scientifique, empruntant les mêmes routes étroites que les garçons, les montagnes se dressant comme des témoins silencieux. La randonnée jusqu'à la tente était périlleuse, neige à moitié fondue et pierres glissantes, l'air raréfié et âcre. Arrivé sur place, tout semblait étrangement préservé. La tente était déchirée, mais presque intacte, coincée sous une branche tombée. Les sacs de couchage étaient posés côte à côte. L'appareil photo Polaroid, endommagé par l'eau mais reconnaissable, reposait sur une pile de vêtements moisis. Mais c'est le carnet de marque qui attirait le plus l'attention. Bien que déformé par l'humidité, ces pages révélaient des gribouillages désespérés. 13 juin, une tempête arrive, Evan est nerveux. 14 juin, la nourriture est presque finie, impossible d'allumer un feu, le vent hurle. La dernière note, écrite d'une écriture tremblante, disait « Nous entendons des voix, quelqu'un est là. Je ne sais pas s'il s'agit d'aide ou non. » Pour les familles, lire ces mots a été comme toucher les derniers instants des garçons, bruts, immédiats, insupportablement proches. L'équipe médico-légale a tout catalogué, des barres de céréales à moitié englouties, des gourdes vides et une pile de Polaroid, certains trop décolorés pour être lisibles. Les photos qui ont pu être récupérées montraient 3 garçons blottis dans des imperméables, souriant sur fond de nuages orageux. Un Polaroid daté du 13 juin montrait une silhouette sombre près de la limite du campement, trop floue pour être identifiée, mais suffisante pour relancer les ragots. Au fil de l'enquête, de vieilles blessures se sont rouvertes. Les habitants de Bishop se souvenaient de toutes les rumeurs de cet été-là, l'homme étrange aperçu errant près du départ du sentier, les randonneurs qui avaient entendu des cris pendant la tempête, la théorie selon laquelle les garçons auraient tenté de s'échapper et se seraient perdus dans le brouillard. Le shérif Sanders promit de suivre toutes les pistes, mais les années avaient effacé la plupart des traces. Des échantillons d'ADN furent envoyés au laboratoire, et le site fut à nouveau fouillé à la recherche de preuves ou tout ce qui permettrait de reconstituer les derniers jours des garçons. Pendant ce temps, les parents étaient aux prises avec une nouvelle forme d'incertitude. La fin était proche, mais les réponses semblaient plus lointaines que jamais. Donna s'accrochait à l'espoir que les mots de son fils, « Nous entendons des voix », signifiaient que quelqu'un les avait peut-être aidés ou au moins avait été témoin de ce qui s'était passé. Ed Cruz refusait d'accepter qu'ils aient simplement péri dans la tempête. Michael Price hantait le bureau du shérif, déterminé à être impliqué à chaque étape. L'histoire a dominé l'actualité locale. La tente était devenue le symbole de l'innocence perdue et de l'espoir tenace. Tandis que les enquêteurs fouillaient dans les vieux dossiers, la ville attendait, unie par le désir et la peur, retenant son souffle, attendant ce que la montagne pourrait révéler. À mesure que l'enquête autour de la tente retrouvée s'approfondissait, des détails du passé et du présent se sont entrecroisés, créant une mosaïque de questions que la communauté ne pouvait ignorer. Le shérif Sanders rencontrait quotidiennement son équipe, exposant chaque élément de preuve sur un tableau en liège dans l'arrière-salle du commissariat. Le Polaroid de la silhouette obscure devint un point focal, agrandi et épinglé à côté de la chronologie des derniers déplacements connus des garçons. Une technicienne médico-légale, Sarah Holland, s'intéressa particulièrement à. Elle passa des heures à retoucher numériquement l'image, à ajuster le contraste et à grossir les détails. Bien que le contour de la silhouette restât ambigu, une petite tache distincte sur la veste de la personne attira son attention, un badge ou un logo à peine visible dans l'obscurité de la tempête. Elle en imprima un nouvel exemplaire, l'entoura de rouge et l'apporta au shérif Sanders. Il semble que cela puisse provenir d'un des clubs de randonnée locaux, ou peut-être du service des forêts, a-t-elle suggéré. Pendant ce temps, les familles étaient prises dans une sorte de marasme, deuil,
attentes et souvenirs. Donna Bennett passait ses journées dans l'ancienne chambre de Mark, parcourant ses livres d'enfance et ses trophées de football. La découverte de la tante avait rouvert toutes ses blessures, elle repensait sans cesse au jour de la disparition des garçons. Mark, Tyler et Evan avaient planifié ce voyage d'une nuit depuis des semaines. Ils avaient fait leur bagage, plaisanté sur des histoires de fantômes et promis d'être de retour dimanche soir. Lorsque la tempête s'est déclarée, ils avaient suffisamment d'expérience pour se terrer et attendre du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais à mesure que les heures se transformaient en jours, puis en semaines, l'espoir cédait la place à la terreur. De retour au bureau du shérif, Michael Price parcourut à nouveau le carnet, à la recherche de tout ce que la police aurait pu manquer. La dernière inscription, on entend des voix, le hantait. Il se souvenait de leur farce, enfant, en émettant des sons fantomatiques dans les bois. Mais cette fois, c'était différent, l'écriture était paniquée, inégale, comme si elle avait été écrite par quelqu'un qui craignait pour sa vie. Michael demanda à voir le reste des polaroïds. L'un d'eux, presque abîmé par l'humidité, montrait Evan fixant les arbres, l'air tendu, comme s'il avait entendu quelque chose que les autres n'avaient pas entendu. Les recherches s'intensifièrent. Adjoints, bénévoles et même certains membres de l'équipe de recherche initiale ratissèrent à nouveau les pentes de la montagne. Ils trouvèrent des vestiges d'anciens marqueurs de recherche, des rubans blanchis et des morceaux de ruban orange encore attachés aux branches basses. Chaque découverte rappelait à quel point les efforts initiaux avaient été épuisants, et finalement infructueux. Grâce aux technologies modernes et à un regard neuf, l'espoir renaît. Lors d'une réunion communautaire, les habitants élaborent toutes les théories possibles et imaginables. Certains affirment que les garçons se sont simplement perdus dans la tempête et ont succombé aux éléments. D'autres pensent que la silhouette sombre sur le Polaroid évoque un acte criminel, un vagabond, un reclus ou un rancunier. Certains évoquent la légende locale d'un ermite vivant au fond des bois, quelqu'un qui n'apprécierait guère les intrus. Le shérif Sanders promet la transparence, mais met en garde contre les spéculations inconsidérées. Nous nous en tiendrons aux faits, assure-t-il à la foule inquiète. Tard dans la nuit, Sarah Holland a reçu un appel du service forestier régional. Ed Msekinon, un garde forestier à la retraite, a reconnu le badge sur la veste sur la photo. C'est certainement à nous, a-t-il dit, mais en 1987, nous n'étions qu'une poignée, et je ne me souviens pas qu'aucun d'entre eux se soit trouvé là-haut pendant la tempête. Cette révélation ajouta une nouvelle dimension à l'intrigue. Les garçons avaient-ils croisé quelqu'un qui leur voulait du mal, ou quelqu'un qui cherchait à les aider? Chaque nouvelle piste faisait monter la tension à Bishop. Les familles s'accrochaient à l'espoir, et la curiosité de la ville se transformait en obsession. Pourtant, au fil des jours, une chose était sûre, l'attente n'était qu'un début. La vérité sur la disparition des garçons se trouvait quelque part dans l'histoire complexe des montagnes de Bishop, attendant d'être découverte par ceux qui étaient assez courageux pour l'affronter. La nouvelle de cette nouvelle piste se répandit rapidement, ravivant l'espoir et alimentant les rumeurs à Bishop. La ville entière semblait désormais impliquée dans la résolution de ce mystère vieux de 12 ans, enseignants, pompistes et même touristes qui venaient d'apprendre la disparition des garçons spéculaient sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là de 1987. Le shérif Sanders et son équipe savaient qu'il fallait agir vite avant que l'histoire ne se transforme en quelque chose d'incompréhensible, noyé dans les ragots et les demi-vérités. Sarah Holland a pris rendez-vous pour rencontrer en personne Ed Msekinon, garde forestier à la retraite. Ed est arrivé au bureau du shérif avec un carnet de terrain abîmé et une liasse de vieux patchs d'uniforme. Il les a étalés sur la table de conférence, les doigts légèrement tremblants. Ce patch provient d'un ancien ensemble que nous portions dans les années 80, a-t-il expliqué. Seulement 7 d'entre nous en avaient un. La plupart sont décédés ou ont déménagé. Avec son aide, ils ont compilé la liste de tous les gardes forestiers en service pendant la tempête. Le shérif Sanders et l'adjoint Reeves ont commencé à rechercher des noms, passant des appels téléphoniques dans 3 États. La plupart des gardes forestiers avaient des alibis ou des dossiers vierges de toute trace de la nuit en question, mais un nom s'est démarqué, Jim Harlow. Harlow était connu pour sa solitude et ses opinions tranchées sur les randonneurs qui perturbaient la nature sauvage.
Les archives montraient qu'il avait quitté son poste quelques semaines seulement après la tempête et disparu de la vie publique. Alors que l'enquête se recentrait sur Harlow, Michael Price continuait à examiner le carnet et les polaroïdes retrouvés. Il remarqua un détail qui n'avait pas été remarqué auparavant, sur la photo d'Evan regardant dans les bois, une silhouette floue se profilait loin en arrière-plan, juste derrière un arbre. Cela lui donna des frissons. Il apporta l'image à Sarah, qui l'agrandit et la retoucha. La silhouette portait ce qui ressemblait à un chapeau de garde forestier. De retour chez Donna Bennett, la mère de Mark se retrouva à fouiller dans les vieilles affaires de son fils, espérant tourner la page. Elle dénicha un vieux talkie-walkie ou le genre avec lequel les garçons jouaient enfants. Sur un coup de tête, elle remplaça les piles et l'alluma. Des parasites crépitèrent, et l'espace d'un instant, Donna crut entendre des voix faibles ou des échos d'un autre temps. L'appareil lui rappela des souvenirs de ce week-end orageux, les équipes de secours appelant, les radios sifflant annonçant, aucun signe pour l'instant, et la détermination farouche dans la voix de chaque bénévole. La communauté se tendit à mesure que les rumeurs sur l'implication potentielle de Jim Harlow se répandaient. Certains se souvenaient de lui comme d'un visage amical, toujours prêt à guider les enfants ou à raconter des histoires de fantômes au départ du sentier. D'autres se souvenaient d'un côté plus sombre, un homme qui avait un jour menacé d'appeler le shérif pour signaler un groupe d'adolescents campant au mauvais endroit, un homme qui n'aimait ni les étrangers ni le changement. Plus on parlait, plus la légende de Jim Harlow grandissait. Le shérif Sanders, déterminé à éviter une chasse aux sorcières, rappela lors d'une réunion publique que « spéculation et justice ne sont pas possibles ». Pourtant, il ne pouvait ignorer l'accumulation croissante de preuves indirectes. Il dépêcha des agents à la dernière adresse connue d'Harlow, une cabane au cœur de la forêt, presque engloutie par les broussailles. À leur arrivée, ils trouvèrent l'endroit abandonné, fenêtres condamnées et traces d'animaux sillonnant la cour. À l'intérieur, dissimulés sous des planches de parquet mal fixées, ils découvrirent une boîte remplie de souvenirs de rangers, badges, photos et un journal météorologique. Ce journal contenait des notes de l'été 1987. L'écriture d'Harlow relatait ses frustrations envers les randonneurs, ses plaintes contre les contrevenants et son obsession de protéger le territoire à tout prix. Dans une note datée de la semaine de la tempête, il écrivait « J'ai vu 3 garçons gravir la crête. Je leur ai dit de rester à distance, trop dangereux. Ils n'ont rien voulu entendre. » Les notes suivantes devinrent plus erratiques, évoquant des voix étranges la nuit, des ombres se déplaçant juste à l'extérieur de la lueur du feu, et, garçons perdus, impossible de les retrouver aux tempêtes trop fortes. Sarah et le shérif Sanders ont étudié chaque page, à la recherche d'aveux ou de preuves concrètes reliant Harlow à la disparition des garçons. Au lieu de cela, ils ont découvert le portrait d'un homme en pleine décomposition, hanté par la culpabilité, l'isolement et la peur. Harlow avait-il fait du mal aux garçons, ou avait-il tenté de les sauver sans succès? Alors que la nuit tombait sur Bishop, les familles étaient assises près de leur téléphone, attendant des nouvelles. La ville vibrait de tension, d'espoir et d'angoisse. L'attente avait rouvert de vieilles blessures, mais la vérité, quelle qu'elle soit, semblait plus proche que jamais, cachée dans l'ombre de la tempête qui avait tout changé. Dans les jours qui suivirent la découverte du journal de Jim Harlow, l'atmosphère à Bishop passa d'une curiosité anxieuse à une impatience insatiable. Les familles se rassemblèrent dans le salon de Donna Bennett, serrées les unes contre les autres tandis que le vent d'automne faisait trembler les fenêtres. Chaque page du journal du vieux garde forestier était scrutée, chaque mot débattu. Certains s'accrochaient à l'espoir que les notes d'Harlow contenaient un indice qui permettrait enfin de comprendre ce qui était arrivé à Mark, Tyler et Evan. D'autres redoutaient ces réponses. L'adjoint Reeves a coordonné avec l'équipe régionale de recherche et de sauvetage les environs de la cabane d'Harlow. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, des empreintes de pas fraîches et des balises neuves parsemaient les sentiers forestiers. Les secouristes travaillaient méthodiquement, leurs bottes s'enfonçant dans la terre meuble, leur voix résonnant dans l'air vif de la montagne. Ils étaient rejoints par des bénévoles locaux, des enseignants retraités, des lycéens qui avaient grandi en écoutant l'histoire des garçons, et même Michael Price, qui avait quitté l'université pour apporter son aide. Tous étaient déterminés à ne pas laisser cette nouvelle piste s'évanouir. Un après-midi,
une équipe de recherche est tombée sur un panneau usé par les intempéries, sculpté à la main et cloué à un arbre. Le message était simple, défense d'entrée. En dessous, le sol avait visiblement été remué. Le groupe a soigneusement déterré une boîte à lunch en métal cabossé, dont le loquet était rouillé. À l'intérieur, ils ont trouvé des polaroïds décolorés de la tente des garçons, pris à distance, et une carte marquée d'un X rouge. La date dans le coin indiquait le 6 juin 1987, la dernière nuit où les garçons ont été vus vivants. Sarah Holland et le shérif Sanders ont examiné les photos avec attention, les comparant à celles que Michael avait présentées. Sur les deux, la tente semblait étrangement imperturbable, ses rabats flottant au vent. Mais sur les nouvelles photos, autre chose a retenu leur attention, une empreinte de botte près du bord de la toile, plus grande que celle des chaussures des garçons. Elle correspondait à la taille et à la semelle d'une botte de rangée standard des années 1980. Pendant ce temps, les souvenirs de Donna Bennett du jour où son fils avait disparu devenaient plus vifs et plus douloureux. Elle repensait à l'instant où Mark avait dit « Ne t'inquiète pas, maman, on reviendra avant la tempête ». Au fil des années, ces mots étaient devenus une sorte de malédiction, une promesse en suspens, non tenue. Madame Preston et Madame Givant étaient assises à ses côtés, les mains jointes, unies par le chagrin et l'espoir. À mesure que l'enquête progressait, Sarah fit une découverte surprenante. Chaque entrée de journal et chaque polaroïd ramenait à la même crête, là où la tente avait finalement été retrouvée. Mais la tente elle-même avait disparu depuis 12 ans. Comment avait-elle pu rester cachée tout ce temps? Elle a contacté un botaniste légiste de l'université, qui a analysé la mousse et le lichen sur la toile. L'expert a conclu que la tente n'avait été exposée aux intempéries que récemment. Elle avait dû être dissimulée intentionnellement ou par hasard jusqu'à ce que la récente tempête la déterre. Cette révélation a tout changé. Si quelqu'un avait caché la tente, il avait tout fait pour qu'elle ne soit pas retrouvée. Mais pourquoi? Et à qui profiterait un tel secret? Un soir, alors que le crépuscule tombait sur Bishop, Michael Price revisita le vieux sentier avec Sarah. Ils arpentèrent les lacets en silence, leurs lampes de poche vacillant au-dessus des racines tordues et des branches tombées. Soudain, Michael s'arrêta et désigna une corniche rocheuse surplombant la crête. « C'est là qu'on se mettait au défi d'escalader, dit-il. Mark adorait cet endroit, il disait qu'il avait l'impression de voir à l'infini. » Sarah s'agenouilla et éclaira le bas du rebord avec sa lampe. Là, à moitié enfouie dans la terre, elle trouva un petit objet métallique, une boussole gravée des initiales de Mark. Lorsqu'ils rapportèrent la boussole à Donna, ses mains tremblaient. « Il l'a eu pour ses 12 ans, murmura-t-elle. La découverte raviva une vieille douleur, mais galvanisa aussi les familles. La boussole prouvait que les garçons avaient atteint la crête, mais à partir de là, la piste s'éteignit. Tard ce soir-là, alors que Sarah examinait toutes les preuves, une tendance se dessina, l'itinéraire des garçons, la tempête, les notes énigmatiques d'Arlo et la tente cachée, tout indiquait une conclusion, quelqu'un les avait observés. Quelqu'un se trouvait à proximité la nuit de leur disparition. Les questions pesaient lourdement sur l'air tandis qu'une nouvelle tempête s'abattait, les montagnes engloutissant une fois de plus la vérité en silence. Mais maintenant, pour la première fois depuis 12 ans, les habitants de Bishop se sentaient plus proches que jamais de comprendre ce qui était arrivé à leur fils disparu. Le lendemain matin, Bishop prit un nouveau sens. Pendant plus de 10 ans, l'histoire des 3 garçons n'avait été qu'une triste légende, mais chaque détail lui semblait désormais urgent et cru. Le shérif Sanders convoqua une conférence de presse devant le tribunal du comté. Des cars de télévision étaient alignés dans la rue, les journalistes se bousculant pour trouver leur place, tandis que le shérif annonçait « Nous pensons que des preuves récentes pourraient enfin apporter des réponses aux familles de Mark Bennett, Evan Preston et Chris Givant. Nous rouvrons l'enquête avec de nouvelles pistes et de nouvelles ressources. » Donna Bennett observait depuis les marches du palais de justice, tenant la boussole de Mark à la main, le métal encore froid contre sa paume. Mesdames Preston et Givant se tenaient à ses côtés, unies et méfiantes, se préparant à la tempête médiatique. Des questions fusaient autour d'elle, pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour trouver la tente? Qui l'a cachée?
Y avait-il encore des garçons en vie quelque part? Ce soir-là, Sarah Holland travailla tard dans la nuit au bureau du shérif, épinglant des polaroïdes et des cartes sur un mur entier. Elle créa une frise chronologique, 6 juin 1987, des garçons pénètrent dans les montagnes, un violent orage les force à s'abriter sous leur tente, le journal de Jim Harlow relate des silhouettes sombres et d'étranges lumières, 12 ans plus tard, la tente refait surface après un éboulement. Tout indiquait un secret resté enfoui bien trop longtemps. En examinant attentivement les preuves, Sarah réalisa autre chose, l'empreinte de botte, correspondant à une vieille botte de rangée, était trop récente pour dater de 1987, elle avait été laissée après la découverte de la tente. Elle appela Michael Price et, ensemble, ils retournèrent sur la crête. Là, dans la terre fraîchement remuée, ils découvrirent l'empreinte d'une pelle. Quelqu'un avait exhumé la tente intentionnellement, la révélant, ou peut-être cherchant autre chose. La ville bourdonnait de spéculations. De vieilles rumeurs refirent surface, des histoires de randonneurs disparus, des sons étranges résonnant dans les montagnes la nuit, une famille recluse qui aurait vécu en marge du réseau non loin de la crête. Certains murmuraient que Jim Harlow lui-même aurait caché bien plus que de simples indices dans son mystérieux journal. Pendant ce temps, une équipe d'analystes légistes examinait la tente et les polaroïdes. Ils trouvèrent un bout de papier coincé dans une couture de la tente. Il était maculé, mais encore lisible, nous avons entendu des voix. Pas seul. L'écriture correspondait aux notes de Jim Harlow. La phrase a glacé tous ceux qui l'ont lue. Les recherches s'intensifièrent. L'adjoint Reeves et des bénévoles parcoururent la forêt à la recherche des affaires des garçons. Ils découvrirent un sac à dos en lambeaux coincé dans un tronc creux à des kilomètres du campement. À l'intérieur se trouvait une photo délavée des trois amis, souriant au soleil, les bras croisés. Au dos, griffonné en gras par Chris, figurait « l'aventure d'une vie ». Cette photo abîmée devint un symbole, apparaissant sur les prospectus, les bulletins d'information et les vitrines de tous les magasins de Bishop. Les familles s'accrochèrent à cette image comme une bouée de sauvetage, un rappel que les garçons avaient autrefois rêvé de rentrer chez eux. En reconstituant la chronologie, Sarah remarqua une autre bizarrerie. Le lendemain de la disparition des garçons, le poste de garde forestier le plus proche avait enregistré un appel de détresse provenant d'une cabine téléphonique d'une station-service située à 30 km de là. L'appel n'a jamais été retracé, mais l'agent se souvenait de trois adolescents trempés qui demandaient de la monnaie avant de disparaître sous la pluie. Mark, Evan et Chris auraient-ils pu survivre à la tempête, au moins un moment? Donna Bennett était assise dans sa cuisine silencieuse, étudiant la boussole et le vieux Polaroid. Les rides de son visage exprimaient l'espoir et le chagrin. Madame Preston et Madame Givant lui rendaient visite chaque jour, partageant café et souvenirs, s'efforçant de croire que les garçons franchiraient peut-être un jour la porte de leur maison. À mesure que l'été avançait, de nouveaux indices arrivaient presque quotidiennement. La plupart restaient sans suite, mais chaque appel, chaque indice effacé ravivait la détermination de Bishop. Personne n'abandonnait, pas après 12 ans de silence. Guidés par l'amour et le souvenir, les chercheurs poursuivaient leurs recherches au cœur sauvage des montagnes, refusant de laisser l'histoire s'achever avant que la vérité ne soit enfin découverte. À la mi-juillet, Bishop était devenu une ville en proie à une obsession. Les montagnes qui la surplombaient semblaient planer sur chaque instant, projetant de longues ombres sur les maisons de ceux qui avaient tant perdu. Des personnes qui n'avaient jamais rencontré Mark, Evan ou Chris participaient aux recherches, certains arpentaient les contreforts le week-end avec des jumelles, d'autres déposaient des offrandes à un gant de baseball, un harmonica, un mot griffonné au vieux départ du sentier, espérant que l'esprit des garçons trouverait enfin la paix. Sarah Holland retrouva les mères, cette fois dans le salon de Donna Bennett. L'atmosphère était chargée d'espoir et d'effroi. Elles étalèrent toutes les nouvelles preuves, la boussole, la photo, le mot de la tante, les enregistrements de l'appel téléphonique. Chaque indice offrait un aperçu des dernières heures des garçons, mais aucun n'expliquait les années de silence ni la réapparition soudaine de la tante. Il faut tout prendre en compte, dit Sarah doucement. Quelqu'un savait où était cette tante. Quelqu'un voulait la retrouver. Ils discutèrent de Jim Harlow et de son obsession pour la tempête.
Sarah relut son journal et une entrée lui sauta aux yeux, une référence à accent grave lumière sur la crête la nuit suivante. Arlo pensait que les garçons cherchaient à appeler à l'aide. Personne n'avait jamais suivi cette piste. L'équipe du shérif décida de marcher jusqu'à la crête où la tente avait été retrouvée. Le temps devint brutal, une tempête estivale typique de la Sierra Nevada s'abattant sur le groupe, trempé à chaque pas tandis qu'il gravissait le sentier glissant, animé par l'espoir qu'enfin les montagnes livreraient leurs secrets. Sur le sentier rocailleux au sommet, Sarah s'agenouilla près de la terre nue. Elle remarqua quelque chose d'étrange, une rangée de galets disposés en demi-cercle, chacun marqué d'une tache de peinture bleue. Elle reconnut la peinture du nécessaire de dessin trouvé dans le sac à dos en lambeaux. Les garçons avaient-ils laissé un écriteau, ou quelqu'un d'autre était-il venu plus tard dans la soirée? Dans le silence de son appartement, Sarah examina les preuves. Elle cartographia les emplacements, la tente, le sac à dos, la cabine téléphonique, les pierres peintes. Le motif était désordonné, mais il y avait une étrange symétrie, un triangle reliant le campement, le poste de garde et une cabane de chasse désaffectée plus loin dans le champ de tir. Le lendemain matin, elle partit avant l'aube, déterminée à retrouver la cabane. Lorsqu'elle y parvint enfin, la lumière du soleil filtrait à travers les vitres brisées sur le plancher pourri. La poussière tourbillonnait dans l'air, et le faisceau de la lampe de poche de Sarah révéla 3 initiales gravées dans le bois, M.C.O. Mark, Evan, Chris. À côté des initiales, une date, 8 juin 1987. C'était le lendemain de la disparition des garçons. Le cœur de Sarah battait fort. Elle prit des photos, épousseta les photos et trouva une vieille boîte de conserve remplie de bouts de papier. Les mots étaient désespérés, écrits d'une autre écriture, « On est arrivé, on attend les secours. » Ne nous oubliez pas, un mot se détachait, écrit d'une encre verte tremblante, « J'ai vu quelqu'un dehors. Il est dangereux de partir pour l'instant. » Les preuves étaient accablantes, les garçons avaient survécu à la première nuit ou peut-être plus au cachet dans la cabane abandonnée, attendant des secours qui ne sont jamais venus. Quelqu'un ou quelque chose les avait retenus là, ou les avait chassés plus profondément dans la nature. Lorsque Sarah revint à Bishop avec ses découvertes, les familles se réunirent à nouveau. Les larmes coulèrent à flots, mêlant chagrin et gratitude. Elles comprirent enfin que l'histoire des garçons ne s'était pas terminée cette première nuit d'orage, ils s'étaient battus pour survivre, pour rentrer chez eux. Mais une question subsistait, qui ou quoi les empêchait de revenir? La tente, le triangle d'indices, l'étrange observateur silencieux dans les bois où tout cela révélait des secrets encore enfouis dans les montagnes. Alors que le soleil se couchait sur Bishop, peignant les sommets d'or et de cramoisi, les chercheurs jurèrent de continuer à chercher jusqu'à ce que chaque réponse, chaque dernier secret, soit enfin rapporté à la maison. À la fin de l'été, la nouvelle de la découverte de Sarah se répandit comme une traînée de poudre dans la ville. La cabane, ses initiales, les mots désespérés, les pierres peintes en bleu devinrent un foyer d'espoir et de chagrin. Pour la première fois depuis des années, les familles eurent l'impression de se rapprocher de la vérité sur ce qui s'était passé dans ces montagnes impitoyables. Donna Bennett se tenait sur son porche, serrant contre elle les photos des initiales gravées dans le bois prises par Sarah. Les larmes lui montaient aux yeux, non seulement de chagrin, mais aussi de soulagement de savoir enfin que son fils et ses amis avaient survécu plus longtemps qu'on ne l'aurait imaginé. La photo a fait le tour de la communauté, et bientôt les équipes de la presse locale sont arrivées pour documenter le mystère qui se déroulait. Sarah, cependant, était insatisfaite. Trop de questions restaient sans réponse. Qui était la mystérieuse silhouette aperçue près du campement? Pourquoi les appels à l'aide des garçons n'avaient-ils pas été entendus? Que s'était-il passé exactement après la fin des messages désespérés? Poussée par un sens aigu des responsabilités, Sarah retrouva le garde forestier Jim Harlow, dont la santé déclinait mais dont la mémoire était restée vive. Ensemble, ils étudièrent de vieux journaux de bord, des rapports de police locale et des relevés météorologiques. Une tendance se dessina, une série de disparitions non élucidées et d'observations étranges dans cette même portion de la Sierra Nevada, le tout lors de violentes tempêtes remontant à près de 40 ans. Sarah décida de marcher une dernière fois jusqu'au chalet avant que les neiges hivernales ne ferment l'école. Elle fut rejointe par Jesse, le jeune frère de Mark,
qui n'était qu'un tout petit en 1987, mais qui avait grandi hanté par le mystère. Tout au long de l'ascension, Jesse raconta des anecdotes familiales dont il se souvenait à peine, l'obstination de Mark, le goût des farces d'Evan, l'obsession de Chris pour les étoiles. La douleur de l'ignorance était encore vive, mais la randonnée devint un acte de clôture. Au chalet, ils découvrirent de nouvelles preuves, une petite chaussure d'enfant, incroyablement propre compte tenu de son âge, cachée dans un coin derrière une chaise effondrée. À l'intérieur, Sarah trouva un bout de papier délavé sur lequel était écrit un nom, Evan. L'écriture correspondait aux notes désespérées. Il y avait aussi une page déchirée d'une carte locale, marquée d'un sentier s'enfonçant plus profondément dans les montagnes jusqu'à une ancienne galerie minière oubliée. De retour en ville, Sarah collabora avec le bureau du shérif pour organiser une dernière recherche. La zone autour du tunnel minier était isolée, dangereuse et en grande partie abandonnée depuis la fin des années 1950, mais les indices étaient trop évidents pour être ignorés. L'équipe de recherche se mit en route tôt, bravant les rochers glissants et l'air raréfié. Alors qu'ils approchaient de l'entrée du tunnel, Jesse se figea, les yeux fixés sur un morceau de tissu accroché à une ronce ou une bande bleue assortie aux vestes des garçons du dernier jour où ils avaient été vus. À l'intérieur du tunnel, des rayons de soleil perçaient l'obscurité, illuminant un abri de fortune, des couvertures en lambeaux, une vieille lampe de poche et d'autres bouts de papier. Cette fois, les notes racontaient l'histoire de la peur, de l'épuisement et de l'espoir. La dernière note, écrite d'une écriture tremblante, disait « Nous entendons des voix. Nous tenterons d'atteindre la crête à l'aube. » La réaction de la communauté fut intense et complexe. Certains étaient reconnaissants de la clôture de l'affaire, d'autres furieux que cela ait pris autant de temps. Le shérif a fait une déclaration publique promettant de maintenir l'enquête ouverte. Pour les familles, la douleur de la perte était aggravée par la conscience douce amère que les garçons avaient été si près de s'échapper. À la tombée de la nuit, Donna alluma une bougie à sa fenêtre. Partout à Bishop, d'autres firent de même, rendant un hommage silencieux à Mark, Evan, Chris et à toutes les âmes perdues qui attendent encore que leur histoire soit racontée. Dans les jours qui ont suivi la découverte du tunnel minier, Bishop, en Californie, s'est transformé en une ville en proie à la fois à de sombres réflexions et à des questions sans réponse. Les journaux locaux ont titré alternativement sur le triomphe des familles face à la fin de l'affaire et sur un regain de suspicion quant aux circonstances de la disparition des garçons. Les médias nationaux ont brièvement débarqué, interviewant les Bennett, les Hawthorne et les Sanders, tandis que le bureau du shérif était submergé de nouvelles informations et de théories farfelues. La découverte de l'abri de fortune des garçons et de leurs dernières notes a non seulement ravivé l'intérêt du public, mais a aussi amplifié le sentiment de tragédie qui persistait depuis plus d'une décennie. Sarah s'est retrouvée, malgré elle, sous les projecteurs. Elle a accordé des interviews attentives et sincères, soulignant non seulement le mystère, mais aussi l'humanité de Mark, Evan et Chris. Elle a raconté leur goût de l'aventure, la détermination de leur famille et l'espoir inébranlable qui avait entretenu leur mémoire. Les caméras de télévision et les cars de reportage s'éloignèrent bientôt, mais le poids des découvertes et de l'incertitude pesa lourdement sur la ville. Le bureau du shérif, stimulé par une attention renouvelée, fit appel à des spécialistes de la police scientifique pour analyser chaque parcelle de preuves trouvées dans la cabane et le tunnel. Des tests ADN confirmèrent la présence des garçons, mais aucun reste humain ne fut jamais retrouvé. Certains habitants de la ville s'accrochaient aux rumeurs selon lesquelles un ou plusieurs garçons auraient pu survivre, soulignant le manque de certitude des notes et l'absence de preuves définitives. Les plus rationnels. Des voix, dont celle du garde forestier Harlow, ont tenté d'orienter doucement le récit vers l'acceptation. Parfois, les montagnes gardent leurs secrets, a-t-il déclaré aux journalistes, mais nous devons à ces familles de continuer à poser des questions. Pendant ce temps, Jesse, le frère de Mark, se plongeait dans la vieille carte qu'ils avaient trouvée, obsédé par la compréhension des derniers déplacements du garçon. Avec l'aide de Sarah, il recoupa les marquages avec des cartes topographiques actualisées et reconstitua un itinéraire qui menait au-delà du tunnel minier, remontait une crête étroite, traversait un ruisseau et pénétrait dans une étendue de forêt quasiment impraticable en cas d'orage. Jesse et Sarah se lancèrent dans une dernière expédition,
accompagné de 2 adjoints et d'un bénévole de l'équipe locale de recherche et de sauvetage. Le voyage fut éprouvant, des pierres se déposèrent sous leurs bottes et les fourrés déchirèrent leurs vêtements. Le groupe grimpa jusqu'à ce que les arbres se clairsemèrent et que le vent se fasse plus violent. Au pied d'un ravin escarpé, ils découvrirent ce qui semblait être un abri de neige effondrée, branches et bâches abîmées par les intempéries étaient méconnaissables. Sous les décombres, Jessie trouva une boîte à lunch en métal, cabossée et rouillée, avec les initiales « CS » gravées sur le couvercle. À l'intérieur se trouvait une photo Polaroid, décolorée mais reconnaissable, Mark, Evan et Chris souriaient à l'objectif, des nuages d'orage se profilant derrière eux. La photo fit la une des journaux dès sa publication. Pour les familles, c'était un lien ultime et tangible avec leur fils disparu, un aperçu d'eux ensemble, se préparant à affronter la tempête avec une sorte de défi juvénile. Cette photo devint un symbole à Bishop, un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et le souvenir persistaient. Mais des questions subsistaient. Pourquoi personne n'avait-il trouvé l'abri de neige avant? Était-ce simplement la malchance en montagne, le terrain changeant, ou y avait-il autre chose en jeu? Alors que l'hiver approchait à nouveau, Sarah, debout sur sa véranda, regardait tomber les premiers flocons, pensant aux garçons, au mystère et au silence implacable de la Sierra Nevada. Les semaines qui ont suivi la découverte du Polaroid ont été une période d'émotions contradictoires pour les 3 familles et pour Bishop dans son ensemble. D'une certaine manière, il y avait du réconfort, une sorte de conclusion, le sentiment que Mark, Evan et Chris n'avaient pas simplement disparu. Mais pour beaucoup, et surtout pour les familles, l'absence de réponse claire a laissé une douleur qu'aucun titre de journal n'a pu apaiser. Sous la pression des médias et de la communauté, le bureau du shérif a officiellement déclaré les garçons perdus par les éléments, invoquant les preuves accablantes de leur lutte pour la survie. Mais Jessie et Sarah n'étaient pas satisfaits. Ensemble, ils ont établi une chronologie méticuleuse, la dernière observation confirmée au début du sentier, la tente retrouvée dans le ravin, les messages et les initiales gravées dans les arbres, la cabane cachée, l'abri de neige et enfin le Polaroid. Ils ont passé de longues heures à la table de la cuisine, avec des cartes et des impressions, à retracer les itinéraires et à revisiter les témoignages. Pourquoi les garçons avaient-ils quitté la tente? Qu'est-ce qui les avait attirés plus loin dans les montagnes, loin du sentier qu'ils connaissaient si bien? C'est Sarah qui avait trouvé cette note oubliée dans un coin d'un rapport de police. Le sujet a affirmé avoir entendu des voix lointaines près d'un ancien puits de mine la nuit de la tempête. L'information avait été écartée à l'époque, un prospecteur local, légèrement ivre, avait affirmé avoir entendu des enfants appeler à l'aide. Poussés par ce détail, Sarah et Jessie rendirent visite au prospecteur, un homme nerveux nommé Edgar Lane qui vivait seul à la périphérie de la ville. Edgar était plus âgé maintenant, sa mémoire était moins vive, mais il se souvenait de cette nuit-là. Le vent hurlait, mais je jure les avoir entendus, juste une minute. J'ai rappelé, mais rien. Il leur indiqua le puits, à quelques pas de sa cabane. Ce week-end-là, Jessie, Sarah et le garde forestier Arlo retournèrent sur place et fouillèrent le sol à la recherche d'indices oubliés. C'est Arlo qui remarqua une série de petites pierres régulièrement espacées qui descendaient du bord du puits vers une étroite corniche ou une sorte de sentier, presque trop précis. Au bout, coincé dans les rochers, ils trouvèrent un minuscule sifflet cabossé. C'était celui de Chris, un souvenir de la fête foraine. Le sifflet était le dernier indice physique qu'ils trouveraient sur le monde extérieur. Ce n'était qu'un autre artefact, une confirmation supplémentaire que les garçons s'étaient égarés. Mais pour les familles, c'était tout, un fragment de leur fils, un symbole qu'ils n'avaient pas simplement disparu, qu'ils s'étaient battus jusqu'au bout. À mesure que l'automne s'installait, le silence retomba sur les montagnes et Bishop poursuivit sa route. Mais l'histoire des 3 amis devint une partie intégrante de la tradition, racontée autour des feux de camp, racontée par les enseignants aux nouveaux élèves, remémorée par les randonneurs qui passaient devant le départ du sentier et voyaient la plaque portant leur nom. Le mystère demeura une blessure qui ne guérirait jamais complètement, mais aussi un témoignage de la force inébranlable de l'espoir, de l'amitié et de la volonté humaine de se souvenir. L'hiver s'installa tôt sur Bishop l'année suivant la découverte du sifflet, enfermant les montagnes dans le silence et l'ombre.
Les équipes de recherche s'éloignèrent et les médias finirent par se tourner vers d'autres sujets. Mais les familles des garçons se retrouvèrent coincées dans un silence absolu. Sarah, qui autrefois ne pouvait dormir sans se remémorer chaque détail des recherches, se retrouvait maintenant devant le tableau des personnes disparues du bureau du shérif, les yeux rivés sur les affiches défraîchies de Mark, Evan et Chris. Elle se demandait si l'espoir était plus cruel que la certitude. Jesse n'était pas plus doué. Chaque week-end, il prenait la vieille Chevrolet jusqu'au départ du sentier avec un thermos de café, restant parfois assis des heures à contempler les montagnes. Il essayait d'imaginer le chemin que les garçons avaient emprunté, quitter la tente, se frayer un chemin à travers la tempête, graver leurs initiales et leurs noms dans les arbres en trébuchant. Chaque fois qu'il passait devant l'endroit où se trouvait la tente, il s'arrêtait, imaginant le rire de Mark, le sarcasme de Chris, le courage discret d'Evan. Le paysage était hanté par l'absence des garçons, un écho constant dans le vent. En décembre, une lettre arriva chez Sarah, adressée dans une écriture tremblante et inconnue. Elle portait le cachet de Reno, au Nevada. À l'intérieur, une simple feuille de papier avec une photo décolorée accrochée, 3 adolescents, crasseux et maigres, mais indéniablement Mark, Evan et Chris, blottis les uns contre les autres sous les combles d'une cabane en bois, leurs visages éclairés par le flash d'un appareil photo, les yeux écarquillés par la peur et l'espoir. Au dos, un message manuscrit, « Nous avons fait de notre mieux. Dites à nos familles que nous les aimons. » Les mains de Sarah tremblaient tandis qu'elle la lisait encore et encore. Elle appela Jesse, qui accourut, essoufflé et les yeux écarquillés. Ensemble, ils apportèrent la lettre au bureau du shérif. Les autorités prirent la lettre au sérieux, mais leur enquête se heurta à un mur, aucune empreinte digitale, aucun indice quant à son expéditeur, et la cabane sur la photo était impossible à identifier. C'était pourtant quelque chose, un ultime message, la preuve que les garçons avaient survécu au moins un peu plus longtemps que quiconque ne l'avait imaginé. La nouvelle se répandit rapidement à Bishop. Certains y virent le signe que les garçons avaient peut-être réussi à s'en sortir, qu'ils avaient commencé une nouvelle vie quelque part au loin. D'autres y virent une farce cruelle. Mais les familles choisirent d'y croire. Ce printemps-là, ils organisèrent une cérémonie commémorative au départ du sentier, un rassemblement de vieux amis, de professeurs et de camarades de classe. Des anecdotes furent racontées, des larmes coulèrent et des rires résonnèrent dans les arbres, tandis que les gens se souvenaient de la curiosité inépuisable de Mark, de la loyauté obstinée de Chris et des plaisanteries discrètes d'Evan. À la fin de la journée, Sarah et Jesse placèrent la photo et la lettre dans un étui résistant aux intempéries, puis l'enfouirent sous la plaque commémorative au début du sentier. Ils se retrouvèrent ensemble dans la fraîcheur du soir, ressentant, pour la première fois depuis des années, une étrange paix. L'histoire des 3 amis entrait toujours Bishop, mais leur famille avait quelque chose à quoi s'accrocher, un fragment d'espoir, une promesse que l'amour et la mémoire pourraient survivre même au plus long hiver. L'été suivant l'arrivée de la lettre, Bishop connut sa saison la plus chaude depuis des années. Les habitants racontèrent que c'était le genre de vague de chaleur qui ravivait de vieux souvenirs. Pour les familles de Mark, Evan et Chris, cela impliquait d'innombrables questions sur ce qui s'était réellement passé. Des gens venus de l'extérieur de la ville, randonneurs, détectives amateurs, et même quelques podcasteurs de faits divers ont parcouru les sentiers près de l'endroit où la tente avait été retrouvée, essayant de reconstituer l'histoire qui avait troublé la ville pendant plus de 10 ans. Sarah a accueilli certains d'entre eux, espérant discrètement que quelqu'un remarquerait un détail que la police avait manqué. Elle s'intéressa particulièrement à une femme d'âge moyen nommée Denise, qui se présenta avec un épais classeur rempli de recherches et de coupures de journaux. Denise pensait que la disparition des garçons était plus complexe. Elle souligna que d'autres randonneurs avaient disparu dans la même région au fil des ans, et elle cartographia leurs derniers emplacements connus sur une carte topographique froissée. Les groupes de randonneurs se superposaient à la zone où la tente avait été découverte. Jesse, bien que méfiant envers les étrangers, se surprit à écouter Denise un après-midi à l'ombre du poste de garde. Elle parlait avec conviction, demandant si quelqu'un avait aperçu une silhouette étrange sur de vieilles photos ou se souvenait de bruits étranges la nuit où la tempête avait éclaté. Cela rappela à Jesse quelque chose, une rumeur selon laquelle, lors des premières recherches,
l'un des volontaires avait repéré une lanterne se déplaçant à travers les arbres à l'aube, bien après l'interruption des recherches pour la nuit. Les théories de Denise circulaient au restaurant du coin et dans les conversations nocturnes sur les porches. Certains disaient que les garçons étaient tombés sur quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir, des chasseurs clandestins, une cabane cachée, une personne vivant hors réseau. D'autres rejetaient l'idée, s'accrochant à l'explication simple et tragique, la tempête, la nature sauvage, les montagnes, l'indifférence. Pourtant, Sarah ne put s'empêcher de repenser à chaque nouvelle possibilité cet été-là. Elle fouilla son grenier, dénichant sa propre boîte à souvenirs, de vieux albums de fin d'année, des polaroïdes, une carte abîmée avec les sentiers que marquaient ses amis empruntés pour planifier leurs aventures. Un après-midi, elle remarqua un détail qui lui avait échappé, un mot délavé de marque au dos d'une photo d'école, on se retrouve au Lacaille après la remise des diplômes. N'oublie pas le sifflet. Cela la frappa, le sifflet retrouvé dans la tente, le projet des garçons de se rendre dans un endroit isolé au-dessus du sentier principal, et maintenant les étranges histoires d'une cabane dans les bois. Peut-être, pensa-t-elle, Marc avait-il laissé un indice derrière lui, un dernier indice sur leur destination ou leur projet. Sarah et Jessie se retrouvèrent au départ du sentier avec la carte et la lettre, décidant une dernière fois de suivre les traces des garçons. Ils passèrent 2 jours à parcourir les anciens sentiers, à la recherche du lac d'altitude. Au crépuscule, Jessie aperçut quelque chose à travers les arbres, un tas de pierres disposées délibérément près du bord de l'eau. En dessous, ils découvrirent une autre relique, un canif rouillé gravé aux initiales de Chris, et un morceau de toile usée qui avait autrefois fait partie d'un sac à dos. Bien que ces découvertes n'aient pas apporté de réponse définitive, elles ont permis à Sarah et Jessie de se reconnecter au dernier voyage des garçons. De retour chez elles, les familles ont accepté de tout partager avec la police, vieilles notes, cartes, jusqu'à la moindre preuve. Un nouvel inspecteur de police chargé des affaires non résolues s'est intéressé à la question, a rouvert le dossier et s'est engagé à explorer toutes les pistes restantes. Alors que l'été cédait la place à l'automne, l'espoir s'est à nouveau manifesté à Bishop. Le mystère n'était pas résolu, mais il n'était pas abandonné. Dans leurs recherches, les familles avaient retrouvé non seulement des souvenirs, mais aussi la détermination de ne jamais cesser de chercher la vérité, aussi longtemps que cela pourrait prendre. L'automne qui suivit apporta une énergie débordante à Bishop. Les familles, revigorées par leur découverte au lac, observèrent l'inspecteur Ortiz, chargé des affaires non résolues, réexaminer la disparition des garçons avec un regard neuf. Ortiz se fit connaître en ville, posant des questions plus percutantes que celles de la police locale. Il demanda à revoir la tente et tous les objets, étudia le sifflet, le canif, et même les fragments de toile, et recueillit de nouvelles dépositions de tous ceux qui avaient connu Marc, Evan ou Chris. Sarah et Jessie furent interrogés à plusieurs reprises. L'inspecteur voulait des détails, les itinéraires habituels des garçons, les noms des amis à qui ils s'étaient confiés, les rumeurs concernant des inconnus ou des véhicules suspects près du point de départ du sentier en 1987. Pour la première fois depuis des années, Sarah sentit que ses souvenirs comptaient, chaque détail pouvait potentiellement réécrire ce que le monde pensait s'être passé sur cette montagne. Ortiz a également fait appel à des spécialistes de la police scientifique pour réexaminer la tente. Les techniques d'analyse ADN avaient progressé depuis l'enquête initiale. De nouveaux tests ont révélé des traces non seulement des 3 garçons, mais aussi un profil partiel ne correspondant à aucun d'entre eux. Ortiz a rapidement comparé ces informations à d'anciens dossiers et à des délinquants connus. Le résultat, bien qu'ambigu, le profil était trop partiel pour établir une correspondance ou suggérer que quelqu'un d'autre avait séjourné dans cette tente, avant ou après la tempête. Cette révélation provoqua une onde de choc chez Bishop. Des rumeurs commencèrent à circuler en ville au sujet de la 4e personne. Denise, la détective amateur, émit publiquement l'hypothèse que les garçons avaient peut-être croisé quelqu'un cherchant refuge dans la tempête ou qu'ils avaient été suivis. Une vague de vieilles rumeurs refit surface l'histoire d'un montagnard reclus, d'un randonneur disparu mais personne n'en était certain. Le mystère s'épaissit et la question demeurait, qui était la présence invisible dans la tente cette nuit-là? Les rumeurs et le chagrin se sont lentement installés dans un nouveau rythme, façonné par l'espoir, la guérison et le souvenir.
Sarah et Jessie, désespérés de trouver des réponses, épluchèrent les archives de journaux et les rapports de police. Un soir, Sarah tomba sur une coupure de presse concernant un vagabond nommé Walter Dugan, aperçu dans le coin l'été où les garçons avaient disparu. Dugan souffrait de troubles mentaux et avait disparu quelques semaines après la tempête. Le rapport ne confirma jamais ce qui lui était arrivé, mais il souleva de nouvelles questions. Avait-il croisé les garçons? Leur avait-il été utile ou nuisible? Ou était-il simplement une âme en peine parmi tant d'autres dans les montagnes? L'inspecteur Ortiz a suivi la piste et interrogé des résidents plus âgés et ceux qui auraient pu connaître Dugan. Il a également contacté Denise pour ses dossiers sur les randonneurs disparus. La police d'État a intensifié ses recherches, faisant même appel à des chiens de chasse pour ratisser les environs de Hailek et d'anciennes cabanes de mineurs. Mais malgré tous leurs efforts, rien de nouveau n'a émergé, ni reste, ni nouvelle preuve, mais la même incertitude obsédante. Pendant ce temps, la communauté de Bishop se resserrait, unie par une quête renouvelée de la vérité. La commémoration annuelle des garçons prenait de l'ampleur, attirant non seulement la famille et les amis, mais aussi des inconnus qui avaient suivi l'histoire de loin. Des lanternes furent lâchées au-dessus du lac, flottant dans le ciel nocturne, symbole d'espoir et de souvenir. Alors que les premières neiges de la saison tombaient, Sarah se retrouva assise avec Jessie au restaurant, regardant les vitres givrées. Ils parlèrent de Mark, Evan et Chris non pas comme de légendes, mais comme de frères, de fils et d'amis dont les rires résonnaient autrefois dans ces mêmes montagnes. Jessie posa le sifflet sur la table entre eux, promettant qu'ils continueraient leurs recherches, quel que soit le temps nécessaire. L'hiver à Bishop s'installa comme une lourde couverture, étouffant le rythme habituel de la ville et accentuant la douleur des questions sans réponse. Pour les familles de Mark, Evan et Chris, la découverte de la tente, bien que monumentale, les avait laissés entre espoir et désespoir. Désormais, chaque chute de neige semblait murmurer le nom des garçons, et le 13e anniversaire approchait comme une ombre. L'inspecteur Ortiz, sans se laisser décourager par l'absence de nouvelles preuves, s'est concerté avec les autorités de l'État pour réexaminer les liens des garçons avec l'école et le camp d'été. Il a retrouvé des enseignants et des conseillers qui se souvenaient du trio comme inséparables, aventureux, obstinés et loyaux. Un enseignant se souvenait comment les garçons traçaient des cartes au trésor imaginaire pendant la récréation, faisant souvent le tour de la crête et où leur tente avait été retrouvée. Ortiz retourna à la montagne, cette fois avec Sarah, Jessie et Denise. Ils remontèrent le sentier maintenant gelé, s'arrêtant dans la clairière où la tente avait été récupérée. Une croûte de neige recouvrait le sol, masquant toute trace de ce qui s'était passé. Mais Ortiz prit des photos et des mesures, espérant reconstituer la scène. Denise, qui avait cartographié la zone dans ses carnets, remarqua quelque chose qui lui avait échappé auparavant, un sentier faible, à moitié envahi par la végétation, s'éloignant du site vers un groupe de pins anciens. De retour en ville, Jessie ne pouvait s'empêcher de penser que les garçons avaient peut-être tenté de se mettre à l'abri. Il passait ses soirées à discuter avec des anciens qui connaissaient parfaitement les montagnes et se souvenaient peut-être d'une grotte ou d'une petite cabane que les garçons auraient visée pendant la tempête. Un chasseur grisonnant mentionna une cheminée disparue ou les vestiges d'une cabane incendiée il y a des décennies, un repère local visible seulement lorsque la neige était fine. Motivés par l'indice, Jessie, Sarah et Denise organisèrent de nouvelles recherches dès que le temps le permit. Tous trois remontèrent le sentier avec la bénédiction d'Ortiz. La montagne, austère et silencieuse sous son voile blanc, semblait à la fois sacrée et intimidante. Après des heures de débroussaillage, ils retrouvèrent la cheminée perdue, un tas de briques en ruine et un poêle en fer rouillé, tout ce qui restait d'une cabane de colons. Denise remarqua quelque chose d'étrange, le sol avait été remué et gelé à nouveau. Avec l'aide de Jessie, elle creusa soigneusement dans la neige et la terre, découvrant une boîte en fer blanc rouillé. À l'intérieur, enveloppée dans un sac plastique, se trouvaient 3 photos Polaroid abîmées par les intempéries. La première montrait Mark, Evan et Chris en uniforme de scout, souriant au départ du sentier. La deuxième était une image floue d'eux blottis autour d'un feu de camp, le visage rayonnant d'excitation. La troisième photo, en revanche, était différente, prise à l'intérieur de la tente, on y voyait les 3 garçons emmitouflés dans des sacs de couchage, brandissant le sifflet et le couteau de poche,
souriant courageusement à l'objectif. Sarah serra les photos contre sa poitrine, envahie par un soulagement doux amer. Les garçons avaient tenté de laisser une trace, un message pour quiconque pourrait le trouver. Jessie jura discrètement de faire authentifier les photos et de les étudier à la recherche d'indices, tout ce qui pourrait révéler un détail manqué, une ombre en arrière-plan ou un signe d'une autre présence. Les photos sont devenues un centre d'actualité porteur d'espoir à Bishop. Le journal local a publié un article intitulé « Message de la montagne », et des familles de tout le comté ont pris contact avec eux pour partager l'histoire de leurs proches disparus. Ortiz a fait examiner les photos par des experts, qui ont confirmé qu'elles avaient probablement été prises la veille de la tempête. Mais si ces images ont ravivé les souvenirs des garçons, elles n'ont pas permis de tourner la page. Les familles avaient désormais la preuve que Mark, Evan et Chris étaient restés unis jusqu'au bout, affrontant la tempête comme des frères et des amis, laissant derrière eux un témoignage de leur courage. Alors que l'hiver cédait lentement la place au printemps, Bishop attendait à nouveau des réponses. Pourtant, même si le mystère persistait, l'histoire des garçons devenait plus que cela, une leçon de résilience, de persévérance et de respect des liens qui perdurent à chaque saison. Le printemps est arrivé tard cette année-là, mais lorsqu'il est finalement arrivé, les montagnes autour de Bishop ont éclaté de couleurs, des fleurs sauvages poussant à travers les congères de la saison précédente, des ruisseaux se précipitant avec la fonte des neiges et une sensation de mouvement dans un boîtier qui avait été gelé trop longtemps. Les photos Polaroid retrouvées près de la cheminée disparue ont fait des vagues auprès des familles et de la communauté, ravivant l'intérêt et attirant des enquêteurs extérieurs sur l'affaire. L'inspecteur Ortiz a contacté la cellule des affaires non résolues de l'État, partageant chaque élément de preuve, photos, tentes, sifflets et couteaux. Des spécialistes de la police scientifique ont examiné les images à l'aide de loupes puissantes et de scanners numériques, à la recherche d'indices invisibles à l'œil nu. Sur la troisième photo, ils remarquèrent un étrange reflet sur la fenêtre de la tente, la silhouette floue d'une silhouette à l'extérieur, presque masquée par les tourbillons de neige. Impossible de dire avec certitude s'il s'agissait d'une personne, d'un animal ou d'un simple jeu de lumière, mais cela suffisait à raviver l'idée que les garçons n'étaient peut-être pas seuls là-haut. Sarah, Jessie et Denise se rencontraient souvent pour discuter des différentes possibilités. Ils tenaient un chronogramme précis de chaque recherche, observation et indices, qu'ils affichaient sur un mur du salon de Jessie. Leurs efforts attirèrent l'attention d'un journaliste de Los Angeles, qui souhaitait écrire un long article sur les frères Bishop. Pour la première fois depuis des années, Mark, Evan et Chris recommencèrent à faire parler d'eux dans toute la Californie. Les lignes téléphoniques bruissaient de rumeurs, et une poignée de détectives amateurs se rendirent même à Bishop, espérant trouver quelque chose que les professionnels avaient manqué. Une randonneuse locale, Marcy Danton, s'est présentée à la station avec un vieux carnet. Elle était allée sur la montagne en 1987, la semaine précédant la disparition des garçons, pour cartographier les espèces de fleurs sauvages. Elle se souvenait d'avoir entendu des rires résonner près d'un affleurement rocheux que les habitants appelaient Devil's Shelf, un endroit qu'elle avait toujours évité à cause des bancs de brouillard soudain et de la difficulté de marcher. Son récit a ajouté une nouvelle épingle à la carte familiale, et Jessie s'est demandé si les garçons n'y avaient pas trouvé refuge lorsque la tempête a éclaté. Fin mai, alors que les dernières neiges fondaient enfin sur les crêtes supérieures, une autre équipe de recherche, composée cette fois de fonctionnaires et de bénévoles, se mit en route pour Devil's Shelf. L'ascension fut rude, l'air raréfié et âcre. Près du bord de l'affleurement, Sarah aperçut quelque chose qui lui coupa le cœur, une gourde cabossée, à moitié enfouie sous la mousse et les aiguilles de pin, avec « Monsieur Carvé » gravé sur le côté. C'était celle de Mark, un cadeau d'anniversaire de son père, qui avait passé des années à espérer, contre toute attente, que son fils reviendrait un jour. Ortiz et son équipe ont soigneusement bouclé la zone. Sous la cantine, des fouilles plus poussées ont révélé un morceau déchiré de nylon bleu assorti à la toile de la tente et une poignée de pièces de monnaie ou des jetons d'une foire de comté à laquelle les garçons avaient participé ensemble cet été-là. Ces trouvailles n'étaient pas une preuve de vie, mais elles racontaient une histoire. Les garçons étaient arrivés jusqu'ici, peut-être pour trouver un moyen de redescendre alors que la tempête s'intensifiait. La couverture médiatique s'est intensifiée. Les trois familles, encore unies par des années de recherche communes, ont organisé une veillée au pied de la montagne,
allumant des bougies et lisant les lettres écrites par les garçons depuis le camp. Les journalistes ont demandé aux familles ce qu'elles désiraient le plus, la justice, la fin de leur histoire ou des réponses. Denise a répondu, « Je veux juste savoir qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles ont été la l'une pour l'autre jusqu'au bout. » Ortiz, observant le dossier qui s'accumulait, ressentait le poids de chaque nouvel indice et de chaque pièce manquante. L'enquête était plus qu'un puzzle, c'était une promesse faite aux garçons, à leur famille et à la communauté, rien ne serait laissé de côté, aucune histoire ne serait oubliée. Pour Bishop, le printemps 1999 fut une saison d'espoir et de chagrin, une période où la montagne commença enfin à révéler ses secrets, un indice à la fois. L'été arriva à Bishop, chaud et lumineux, mais les nouvelles découvertes jetèrent une ombre considérable. Tandis que les enquêteurs analysaient la gourde et les morceaux de tente, un espoir vacillait dans le cœur des familles fragiles mais indéniables. Les analyses médico-légales confirmèrent ce que tout le monde soupçonnait, la gourde et le tissu appartenaient tous deux à Marc. Mais il n'y avait aucune empreinte digitale, pas de sang, rien qui puisse indiquer une lutte. C'était comme si la montagne elle-même avait englouti toutes les réponses. L'inspecteur Ortiz continua ses recherches, déterminé à suivre toutes les pistes possibles. Il fit appel à un expert en cartographie de Sacramento qui, à partir d'images satellites et de données topographiques, reconstitua les trajectoires possibles de la tempête. D'après le modèle, Devils Shelf aurait été l'un des seuls endroits à l'abri des vents et de la neige les plus violents, un endroit logique pour les garçons. Ces nouvelles informations ont permis de recentrer l'attention sur l'affleurement et ses anfractuosités cachées. Jessie, Sarah et Denise se sont joints aux recherches, accompagnés de plusieurs bénévoles de la ville. Pendant plusieurs week-ends, ils ont ratissé le plateau et ses environs, à la recherche de tout, fragments d'os, vêtements déchirés, et même une chaussure perdue. Ils n'ont pas retrouvé les garçons, mais ils ont découvert un vieux thermos rouillé et une carte plastifiée déchirée sur les bords. Denise l'a immédiatement reconnue, elle était accrochée au mur de la chambre de son fils depuis des années, indiquant tous les sentiers locaux. La constatation que les garçons l'avaient emportée avec eux était à la fois déchirante et réconfortante, signe qu'ils essayaient de faire preuve de bon sens pour survivre. L'affaire a commencé à attirer l'attention nationale, avec un reportage sur « Les disparus d'Amérique », présentant des interviews des familles et des images de drones de la zone de recherche. Des milliers de téléspectateurs ont envoyé des informations et des souvenirs, mais la plupart étaient des impasses, des observations d'autres adolescents, des échos d'autres tragédies. Malgré tout, la pression a généré des ressources supplémentaires, le bureau du shérif a obtenu une subvention pour l'achat d'équipements de recherche plus perfectionnés, notamment un géoradar. Grâce aux nouveaux outils, Ortiz et son équipe ont commencé à scruter la région de Devils Shelf et la crête qui la surplombe. Fin juillet, le radar a détecté une anomalie, un étroit vide à plusieurs mètres sous terre, dissimulé sous des rochers et des racines enchevêtrées. Creuser était un travail délicat, mais en quelques heures, ils ont découvert quelque chose, un carnet de notes usées et imperméables. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages d'écriture maculées et 3 photos Polaroid décolorées. La première photo montrait les garçons blottis les uns contre les autres dans la tente, souriant malgré la neige qui s'accumulait autour d'eux. La seconde montrait leur feu de camp improvisé brillant dans l'obscurité. La dernière, la plus troublante, montrait une série d'empreintes de pas s'éloignant de la tente et disparaissant dans un vide blanc. Le carnet était encore plus révélateur. Il contenait un compte rendu des dernières heures des garçons, leurs efforts pour rester au chaud, leur projet de redescendre la montagne à l'aube et leur espoir de revoir leur famille. La dernière inscription était déchirante par sa simplicité, serrons les coudes. Nous n'abandonnerons personne. L'épreuve dressait un tableau saisissant de courage et de loyauté, mais le sort final des garçons restait incertain. On ne disposait d'aucun autre indice sur l'endroit où menaient les empreintes de pas ni sur l'arrivée des secours. Pourtant, pour les familles et la communauté, le carnet offrait un précieux témoignage, la preuve que Marc, Evan et Chris avaient affronté la tempête en frères sauf par le sang, refusant de s'abandonner. Une veillée aux chandelles fut organisée sur Bishop Square, à laquelle assistèrent des centaines d'habitants et même des inconnus, touchés par l'histoire. Au coucher du soleil, Denise lut à voix haute la dernière page du carnet. Des larmes coulèrent,
mais un sentiment de paix aussi. Malgré leur douleur, les voix des garçons étaient parvenues jusqu'à nous. Des équipes de télévision sont arrivées pour filmer la tente, la gourde, le carnet et les polaroïds décolorés retrouvés, tous disposés dans la salle d'épreuve du shérif. Mais aucun des objets n'a pu pleinement retranscrire ce que leur famille ressentait, un mélange tourbillonnant de perte, d'amour et d'un infime espoir de trouver un jour quelque chose de plus. Pendant des mois, les équipes de recherche sont retournées à Devil's Shelf et à la limite forestière en contrebas. Les bénévoles ont fouillé les lits des rivières, les grottes et les tanières, retraçant toutes les voies d'évasion possibles depuis ce dernier campement. Mais la montagne gardait ses secrets, pas d'ossements, pas de vêtements, pas de portefeuille, juste les traces déjà trouvées et les souvenirs qui ne s'effaceraient pas. Au cours des années qui suivirent, Bishop rendit discrètement hommage aux garçons. Le lycée rebaptisa son aile scientifique en leur honneur, et une plaque au début du sentier mentionnait leur nom. Chaque année en novembre, à l'anniversaire de la tempête, les familles se réunissaient avec leurs voisins et amis pour une marche silencieuse sur le sentier inférieur, munis de lanternes pour éclairer l'obscurité. C'était une façon de se souvenir du courage dont les garçons avaient fait preuve et du lien qui les avait unis même dans les moments les plus difficiles. Le dernier chapitre de l'enquête survint de manière inattendue, 13 ans après cette découverte tumultueuse. Un randonneur estival, errant dans un bosquet dense en contrebas de Devil's Shelf, tomba sur un enchevêtrement de tissu bleu à moitié enfoui sous un arbre tombé. À l'intérieur, enveloppé dans un sac plastique, se trouvaient 3 bagues de lycée gravées des initiales des garçons. La découverte a marqué le début de leur histoire, leur dernier bien, emporté ensemble jusqu'au bout. Denise, Sarah et Jessie se sont rassemblés pour tenir les anneaux, chacun serrant le poing autour d'un fragment du passé. Ils ont choisi d'enterrer les anneaux au pied du sentier où les garçons avaient commencé leur voyage fatidique, marquant l'endroit d'une simple pierre et d'un panneau peint à la main, frères pour toujours. La communauté s'est rassemblée, les larmes mêlées de rire, tandis que de vieilles histoires étaient partagées et que l'on se souvenait des garçons pour leur gentillesse, leur loyauté et leur amitié indéfectible. La tempête de 1987 avait tout changé, mais dans son sillage, Bishop a découvert quelque chose d'inattendu, un héritage d'amour qui allait se perpétuer de génération en génération. Le mystère des dernières heures des garçons demeurerait, tout comme la preuve que, même perdus, ils avaient affronté les ténèbres ensemble. Ainsi, au fil des années, cette histoire s'est inscrite dans l'âme de Bishop, lui rappelant que les tempêtes les plus violentes peuvent mettre à l'épreuve la lumière de l'amitié, et que parfois, même lorsque les réponses se perdent dans le vent, la vérité de l'amour et de la loyauté demeurera toujours.